Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Noticia, ce magazine qui discute et commente avec vous une grande question d'actualité. Et l'actualité, vous le savez, c'est le nom que les confessions religieuses ont confié au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Corneille Nangaa qui doit remplacer l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Et avec nous ce soir, nous avons le professeur José-Marie Tassoki Manzele. Il est professeur de droit et vice-doyen à la recherche aux facultés des droits à l'UNIKIN, Université de Kinshasa. Il est en même temps président du CDR en matière du processus électoral. Le CDR, c'est le courant des démocrates rénovateurs. Monsieur José-Marie Tassoki, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, la question vraiment est sur toutes les lèvres. C'est vrai, les confessions religieuses, la société civile, la composante confession religieuse a choisi une personne qui doit présider aux destinées de la CENI à environ 15 mois des élections présidentielles ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Corneille Nangaa. Alors, comment vous réagissez par rapport à cela? Merci, madame. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le processus électoral en RDC est en panne. En panne parce que certaines composantes ont voulu tout bloquer. Vous voyez, tout de suite, le président démissionne, son vice-président démissionne, et la CENI demeure sans dirigeant. Parce qu'il faudrait maintenant commencer à justifier la lenteur, il faudrait justifier les glissements. Et la CENI n'a pas de dirigeant. Et on trouve un prétexte, on nous amène M. Corneille, et puis on nous dit, voilà, c'est la majorité des confessions religieuses de la société civile qui a décidé de désigner ces messieurs-là comme président de la CENI. Et ce que l'on a oublié, c'est que c'est l'Église catholique qui avait dirigé la CENI avec le monsieur l'abbé Malou Malou. Ce que l'on a oublié, c'est que l'Église catholique, c'est la confession religieuse la plus majoritaire dans notre pays. Et on a rassemblé quelques confessions religieuses pour constituer une majorité et puis dire voilà, mais c'est 7 sur 8 ou c'est 6 sur 7. Écoutez, ces messieurs passent. Mais c'est quel genre de majorité? Une majorité débridée, une majorité effrénée. Débridée parce que on constitue, on s'organise dans les couloirs, dans le noir, pour dire écoutez, venez nombreux pour voter pour ces messieurs-là, monsieur Corneille. Et nous allons dire que c'est la majorité. Et nous allons venir écraser l'Église catholique parce que nous sommes nombreux pour que notre nom passe. Tout de suite, vous comprenez que c'est ces messieurs-là qui va diriger la CENI va nous poser un sérieux problème de légitimité, déjà, au niveau de la société civile. C'est monsieur-là qui va diriger la CENI va nous poser un problème de confiance pour ce qui est des partis de l'opposition. Nous avons pris position, nous pensons qu'on aurait pu laisser à l'Église catholique les soins de désigner un nom en remplacement de M. Malou Malou. Mais l'Église catholique elle-même a refusé de participer au vote. Et l'Église catholique, quant à Malou Malou, elle niait, elle disait que Malou Malou n'était pas là en tant que représentant de l'Église catholique, même si Malou Malou était abbé. Oui, mais l'Église catholique a refusé de voter parce qu'elle a compris que justement la majorité était débridée, la majorité était effrénée. Elle a été constituée dans un objectif précis, noyauter davantage la décision, davantage minoriser l'Église catholique. Il faudrait rassembler ici, rassembler là-bas, pour faire en sorte que M. Corneille passe. Lorsque vous dites que M. Malou Malou n'était pas accepté par l'Église catholique, effectivement, M. Malou Malou est allé par sa propre force. Oui. On lui avait dit de ne pas y aller parce que l'Église catholique avait pensé qu'il fallait désigner quelqu'un. Mais M. Malou Malou, voilà, on l'a pris dans l'Église catholique, mais contre la volonté de l'Église catholique. Voici ce qu'il nous a fait. Il nous laisse une CENI avec beaucoup de problèmes. Et maintenant, on nous amène M. Corneille. Lui aussi, il va nous amener des problèmes. Finalement, nous allons arriver au mois en 2016, sans calendrier. Nous allons tendre vers le mois de décembre 2016, et puis on nous dira, voilà, il n'y a pas élection. C'est ce que l'on vise justement dans cette aventure-là. Mais monsieur l'abbé Apollinaire
a démissionné pour des raisons de santé. Monsieur Corneille, je rappelle, il a été secrétaire, il a œuvré au sein de la CENI. Exécutif adjoint. Oui, exécutif adjoint au niveau de la CENI, c'est un technicien. Je pense que le CDR est membre également du comité de liaison de la CENI, au sein de la CENI, dans les différentes réunions. C'est lui qui prend souvent parole et qui vous communique le processus, qui vous explique les processus électoraux. Alors, qu'est-ce que vous craignez en Corneille? C'est l'incapacité, il n'est pas... Non, il n'est pas à la hauteur. Vous craignez qu'il ne soit pas à la hauteur? Ce que nous craignons, ce n'est pas d'abord l'incapacité, ce n'est pas l'incapacité, c'est la manière dont il est désigné. Et il faudrait faire attention. Lorsque vous arrivez quelque part, on vous nomme. Nous, pour savoir comment vous allez travailler, nous devons savoir comment vous avez été désigné. C'est déjà très important parce que votre façon d'être désigné peut affecter votre indépendance d'esprit. C'est ce que nous craignons justement dans cette affaire de M. Corneille. Mais c'est l'Église qui l'a désigné. Quelle Église? Les confessions, environ 7 confessions religieuses. Oui, vous avez à l'intérieur les laïcs, vous avez les protestants, vous avez les musulmans. C'est ça la majorité débridée justement et effrénée. Pour vous, l'Église catholique, c'est la voie c'est ça la majorité. Vous savez, madame, c'est facile de constituer la majorité. Hein. C'est ce qui se passe aussi même au palais du peuple, quand on veut faire passer une décision ou quand on veut refuser une motion, on nous amène une majorité. Mais les gens qui viennent dans la majorité savent eux-mêmes que la motion qui a été présentée était fondée. Mais il faut sauver quelqu'un. Et là, il fallait faire passer Corneille. De toute façon, il faut le faire passer. Et c'est ça, ce que nous déplorons. Pour vous, on devrait nommer qui normalement? Non, il fallait, dans ce genre d'affaires, ce qu'il y a, c'est quoi? Nous reconnaissons dans l'Église catholique la capacité à pouvoir fédérer beaucoup de chrétiens dans notre pays. Nous reconnaissons à l'Église catholique cette majorité-là. Vous savez, vous pouvez aller dans tous nos villages, vous trouverez l'Église catholique. Dans tous nos territoires, vous trouverez l'Église catholique. Mais nous avons des confessions religieuses qui n'existent qu'à Kinshasa. Alors, vous voulez que ces messieurs-là viennent diriger la CENI? La CENI va se déployer partout sans légitimité. C'est là tout le problème. L'Église du Christ au Congo est effectivement représentée aussi partout. Mais pas avec la même majorité que l'Église catholique. Et tout le monde le sait. Ça, c'est un autre débat. Merci. Et votre président est passé il y a soupé sur une radio périphérique affirmant justement que soutenir la position de l'Église catholique, donc pour lui, vous vous en tenez seulement au calendrier électoral. Vous ne voulez pas du dialogue, vous insistez sur les calendriers électoraux. Mais comment élaborer un calendrier électoral et omettre ou élaguer la question d'un forum national inclusif ou d'un dialogue? Madame, vous savez que dans la CENI, il y a une tripartite qui existe, majorité, opposition, CENI, une tripartite pour régler tous les problèmes qui se rapportent à l'élection ou aux élections. Pour parler du calendrier électoral, nous n'avons pas besoin d'aller dans un dialogue. Vous estimez? On n'a pas besoin d'un dialogue en dehors de la CENI. La dynamique de l'opposition, on l'avait dit, notre parti, et les répète encore, pour les calendriers électoraux, nous allons à la CENI. D'ailleurs, tout au début de l'année, lorsque la CENI avait produit son calendrier, nous avions déjà dit que ce calendrier est surchargé et qu'il fallait faire des propositions, parce qu'on dit toujours que l'opposition ne fait pas des propositions. Nous avons fait une proposition pour dire nous devons aérer le calendrier électoral. Depuis que nous avions déposé cette proposition, la CENI n'a jamais répondu. Donc aujourd'hui, nous dire que nous devons aller au dialogue uniquement pour les calendriers électoraux, c'est sans objet. Sauf si on nous dit que voilà, une autre question à débattre dans ces dialogues, c'est par exemple les glissements. Parce que ce que les gens cherchent, c'est quoi? C'est les glissements. Oh, nous n'en voulons pas. Nous l'avions dit. Pas question de glissement. Nous avons des élections qui sont constitutionnelles, qui sont prévues, dont les calendriers est prévu par la Constitution. C'est ce qui doit être priorisé. Vous savez, on a voulu surcharger, on a surchargé les calendriers électoraux avec les élections locales, des municipaux. Alors que nous avons besoin, si on organise l'élection des députés provinciaux, ces députés provinciaux élus vont nous désigner des gouverneurs des provinces. Ils vont nous désigner des sénateurs. Vous voyez, avec une seule élection des députés provinciaux, nous avons réglé 3 problèmes. Députés provinciaux, sénateurs, gouverneurs.
Et puis nous passons à l'élection des députés nationaux et l'élection du chef de l'État, du président de la République. Là, c'est prévu dans la Constitution. Et puis voilà, nous aurons réglé les problèmes facilement. Vous estimez c'est faisable, tout cela en moins d'une année ou en 12 mois? Mais justement, c'est parce que la CENI a compris qu'il faudrait bloquer la machine. Nous ne proposons pas un autre calendrier. Nous laissons les choses en l'état. Vous savez que la campagne électorale pour les députés provinciaux aurait dû commencer déjà au mois de septembre ici. On aurait pu commencer la campagne électorale. La CENI ne fait rien. La CENI bloque. L'idée, c'est quoi? Il ne faut rien organiser. Nous attendons 2016, nous n'organisons rien. Et puis à la fin 2016, nous allons dire les chefs de l'État en place demeurent chefs d'État jusqu'à l'élection prochaine. En fait, nous voulons arriver à ce niveau-là. Or, nous disons, mais aérons les calendriers, organisons l'élection des députés provinciaux, organisons l'élection des députés nationaux et puis l'élection du chef de l'État. Et puis c'est tout. À ce moment-là, celui qui sera élu en 2017, il va penser aux municipaux par exemple. Ça veut dire en d'autres termes que c'est maintenant, et c'est ce que nous réclamons, un calendrier réaliste, un calendrier aéré. Un calendrier réaliste maintenant, vous n'estimez pas que c'est tard? Non, ce n'est pas tard. Lorsque vous dites c'est tard, ça veut dire quoi d'autres termes? Ben écoutez, allons négocier avec la majorité pour constituer un gouvernement d'union nationale, de transition, et nous allons tous glisser. Mais justement, pour éviter une crise. Non, madame, il n'y aura pas de crise dans la mesure où la CENI nous sort un calendrier. Tout ce qu'il faut demander à la CENI, c'est de nous sortir un calendrier. Point barre. Lorsque nous avons un calendrier, j'ai dit réaliste, encore les fichiers électoraux. J'ai dit calendrier réaliste, calendrier aéré, vous allez voir, tout va aller bien. Bien entendu, il faudrait qu'on regarde les cas des nouveaux majeurs. Et ça traîne. L'opposition a posé cette question-là depuis longtemps. Et la majorité ne réagit pas. La CENI ne réagit pas. Et on nous dit, écoutez, on nous laisse comme ça parler. Vous ne craignez pas que ces élections soient un peu secouées avec pas mal de protestations si on ne souhaitait pas aller au dialogue? Vous voulez aller au dialogue pour parler de quoi? Pour parler justement de ces fichiers électoraux. Pour parler du calendrier, pour parler du fichier électoral, mais il faut aller à la CENI avec la tripartite. Vous voulez encore parler de quoi? Mais toute la matière qui concerne l'élection peut être réglée au niveau de la CENI avec les différentes composantes qui sont intéressées. Mais nous n'avons pas besoin d'un dialogue pour ça. Comment parler du fichier électoral lorsqu'on sait qu'ici, en République démocratique du Congo, le recensement général de la population reste jusqu'aujourd'hui un réel problème? Le pays jusqu'ici n'a pas encore organisé ce recensement pour la deuxième fois. Comment parler du fichier électoral et en même temps oublier la question du recensement? Non, ça parce que l'on sait que c'est difficile. Ça c'est la question qui est tout le temps soulevée par la majorité. Vous savez, si nous avons eu des difficultés au mois de janvier ici, il y a eu beaucoup de morts, c'est à cause de ça justement. On a voulu utiliser la loi électorale pour dire voilà, on ne peut pas aller à l'élection tant qu'il n'y a pas recensement. Et nous avions dit non. Logique. Et ils ont compris. Non, c'est pas un problème de logique. C'est logique. Est-ce que lorsque nous sommes allés à l'élection de 2011, il y avait recensement? Non. Lorsque nous sommes allés à l'élection de 2006, il y avait recensement? Non. Les problèmes, c'est d'identifier les personnes qui sont capables, qui sont à même de voter. En d'autres termes, tout ce que nous cherchons, c'est ceux-là qui ont au moins 18 ans pour voter. Et nous avons déjà un fichier. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est expurger ces fichiers, enlever les décédés. Comment? Enlever les décédés parce que justement, il y a moyen de les dire, d'identifier les décédés. C'est regarder les mineurs qui, à l'époque, en 2011, avaient par exemple, madame, 13 ans. Aujourd'hui, ils ont 18 ans. Nous appelons ces mineurs-là, ils s'identifient et on leur attribue la carte d'électeur chacun. Et ils vont voter. Alors, si vous dites, nous irons au recensement de toute la population congolaise, mais vous voyez, nous allons recenser les bébés. Ça va nous prendre combien? 5 ans au moins. Et ça nous le savons. Et vous savez que comment on appelle cet organisme-là qui s'occupe du recensement? L'ONIP a été créé pour ça. L'ONIP a été engraissé. Depuis que la loi électorale a été modifiée, est-ce qu'on parle encore de l'ONIP? L'ONIP a été imaginé uniquement pour bloquer les processus électoraux. L'ONIP va faire le travail de recensement, non pas pendant 2 mois, pendant 3 mois, mais pendant au moins 5 ans. Et lorsque la loi électorale, l'article 8 n'est pas passé,
tel que ça a été proposé par la majorité, tout de suite on ne parle plus de l'ONIP. Il faudrait par exemple demander au professeur Loumano qui s'occupe de l'ONIP qu'est-ce qu'il en est maintenant. Il faudrait demander à Madame Inagossi qui est administrateur de l'ONIP. Je crois qu'elle est rentrée au Parlement, elle ne s'occupe plus de l'ONIP. Parce que justement l'ONIP n'a plus sa raison d'être. La raison de l'ONIP, ce n'était pas les recensements. C'était assurer un recensement lourd, lent, pendant au moins 5 ans. Et pendant ce temps, on va dire, on n'organise pas l'élection.
Ceux qui étaient autrefois à la majorité ont claqué la porte. Ils sont environ une dizaine des partis politiques. Nous aurons appris qu'au niveau du CEDER, il y a eu, on vous a consulté également par cette clique. Je n'ai pas d'informations, madame, à ce propos. Et même alors, ce que nous disons à nos amis de la majorité d'hier, qui ont quitté la majorité, vous connaissez la manière dont ils ont quitté la majorité. Il y a déjà certains partis politiques qui ont dit qu'ils sont dans l'opposition. Ce que nous leur demandons, c'est vraiment de faire l'opposition, d'être sincères avec nous. Et nous devons, maintenant, il appartient à la population de juger. Est-ce que ce n'est pas une façon de vite quitter les pouvoirs là-bas parce que les bateaux est en train de chavirer, pour venir de l'autre côté et continuer toujours dans les bateaux du pouvoir? Parce que en 2016, c'est l'opposition qui va reprendre maintenant le flambeau pour gérer les pays, et nous devons maintenant montrer comment on gère un État. Vous voyez, alors, si ces opposants d'aujourd'hui sont sincères, ils veulent faire l'opposition, ils feront l'opposition avec nous sans problème, jusqu'à ce que nous allons aider M. Kabila et sa suite à laisser le pouvoir. Parce qu'il faudrait à un moment donné qu'il y ait alternance démocratique. Brazzaville, quand Brazzaville un peu c'est la porte d'à côté, vous le savez, il y a quelques jours, au niveau de la capitale d'en face, les protestataires se sont soulevés pour justement contester la décision du président Denis Sassou Nguesso quant à la tenue d'un référendum, et il y a eu des émeutes, on parle même d'une dizaine de morts au niveau de la communauté internationale, quoique le gouvernement d'en face ait nié cela. Estimez-vous que ces incidents ou cette vague peut influencer ici au niveau du Congo-Kinshasa? Madame, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, nous l'avons déjà connu au mois de janvier ici. Ici aussi, on nous proposait des référendums. Heureusement qu'ici, on a vite écouté, on ne va plus faire les référendums. Ici, on avait voulu nous proposer la révision de la Constitution. Et heureusement que la majorité en place a compris qu'il n'y a plus, il n'est plus besoin de procéder à la révision. Mais c'est un démon qui poursuit pratiquement l'Afrique. Ce qui est mauvais, les dirigeants africains ne veulent pas quitter les pouvoirs à temps. Moi, je pense qu'il y a un problème d'abord de respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée se trouve dans la Constitution. Nous avions dit ici, et nous avons dit dans l'article 220 de la Constitution, que le mandat du chef de l'État est renouvelable une seule fois. Et de l'autre côté, on dit que le chef de l'État peut postuler jusqu'à un certain âge. Il ne peut pas dépasser 70 ans. Mais respectons la parole. Lorsque nous respectons la parole, nous n'aurons pas à sacrifier des vies humaines, madame, pour les pouvoirs d'une seule personne. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Moi, j'ai vu, lorsqu'il y a eu la guerre ici, la guerre au Congo-Brazzaville, en 97, il y a eu beaucoup de Brazzavillois qui ont traversé, qui ont perdu beaucoup de biens, qui ont traversé, et ça a eu des implications chez nous ici. Et lorsqu'il y a aussi la guerre ici chez nous, mais les Quinois vont également traverser de l'autre côté du fleuve. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les partis respectent leurs paroles. Respect de la parole, que toutes les partis respectent la population ou les peuples. Parce que finalement, les pouvoirs, qui les donne, c'est les peuples. Et c'est les peuples qui disent, je vous ai donné ce pouvoir-là, c'est pour autant de temps. Et à l'issue de ce temps, vous devez partir. Je désignerai quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il faut demander aux Brazzavillois, le respect de la Constitution. Parce qu'à la fin, ça aura des conséquences. Madame, regardez, nous avons eu des Congolais de la République démocratique du Congo qui ont été chassés de Brazzaville. Ce n'était pas le problème de la Constitution, ce n'était pas le problème du référendum, mais chassés de Brazzaville. Vous savez où ils logent maintenant? Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'avenue Kassavubu, croisement Kassavubu-Kabambare. Nous avons des Congolais qui sont là, à la Belle Étoile. Les gouverneurs de la ville les voient tous les jours. Les gouvernements centraux les voient tous les jours. Et les gouvernements centraux avaient promis une réponse. Pour ces cas-là, nous attendons toujours la réponse. Ça veut dire que
si ces Congolais d'en face, eux aussi, quittent Brazzaville pour venir se cacher ici, mais on aura les mêmes problèmes. Nous aurons des Congolais de Brazzaville qui vont rester à la Belle Étoile, pendant que nous avons déjà des Congolais de Kinshasa qui sont là au croisement des avenues Kasavubu et Kabambar, au vu et au su de nos dirigeants, qui ne réagissent pas, qui ne disent rien, qui ne savent pas protéger la population. Nous aurons donc toute une affluence des personnes sans logis, sans moyens de subsistance. Ce qu'il faut demander justement aux Congolais de Brazzaville, c'est ça: respecter la parole donnée, respecter les lois du pays, et nous n'aurons pas ce genre de problème. Je pense que le président Joseph Kabila, même s'il ne s'est pas jusqu'ici prononcé pour un 3e mandat, en tout cas, son silence dit déjà beaucoup, et les porte-paroles du gouvernement l'annoncent et le répètent tout le temps, que le président ne se présentera jamais ici en République démocratique du Congo pour un 3e mandat. Quoique cela, ça ne vous rassure pas, vous les CDR. Mais il y a certains éléments, certains indices, certains faits qui nous permettent de ne pas croire en sa bonne foi. Tout le problème, c'est celui-là. Lorsque lui dit il ne va pas se représenter, mais vous voyez notre membre de la majorité qui dit nous avons encore besoin de lui. Et celui-là, il n'est pas sanctionné. Mais il y en a beaucoup. Quand nous disons, quand M. King Kemoulumba dit Tata Kabila Nam Toton Diote, quand ils sont nombreux, hein, ceux qui sont là en train de chanter pour rien. Quand ils disent, écoutez, Toton Dio n'a noté, lorsque les G7 viennent nous dire, nous écrivons une lettre, nous disons au chef de l'État de ne pas se représenter, c'est parce que les G7 savaient que le chef de l'État voulait se représenter. Est-ce que vous interprétez pas mal le silence? Tous ces indices-là, tous ces faisceaux d'éléments indiquent que finalement, ce que l'on nous dit, ce n'est pas vraiment ce que l'on pense. Donc vous interprétez mal le silence du président de la République. C'est son silence qui vous fait craindre seulement. Son silence, c'est un silence qui inquiète. Mais on nous dit, bon, il a dit, il s'est adressé à sa majorité à Kingakati pour dire qu'il ne va pas se représenter. Il n'a pas demandé à personne de modifier la Constitution. Mais la meilleure façon pour les chefs de l'État de s'adresser à la population, ce n'est pas parler à Kingakati. Il y a un moyen pour les chefs de l'État de s'adresser à sa population. Il peut faire un discours devant les congrès et dire, voilà, je vous donne ma parole. Je ne me représenterai pas. Je ne suis pas candidat. De toutes les façons, sauf si, écoutez, mais, comment il va se représenter si on ne modifie pas la Constitution? C'est pourquoi on est en train de tendre vers ces glissements-là. Et les glissements-là, ça va nous mener jusque 2017 et 2018. Vous voyez, dit, non, je ne suis pas candidat, mais je reste quand même en place. C'est pourquoi il faudrait demander à la majorité de nous dire les choses clairement. Le chef de l'État peut s'adresser à sa population au travers du Congrès, Assemblée nationale, Parlement, et les députés nationaux, les sénateurs réunis. Il s'adresse, il dit, voici ma parole. Et on ne lui demande même pas de désigner son dauphin. Mais le vrai problème, c'est que s'il ne désigne pas son dauphin, mais il va bloquer sa majorité. Tous ces gens-là ne savent pas comment s'exprimer. Probablement, il y a des candidats dans la majorité. Il y a des envies dans la majorité. Mais il faudrait quand même, à un moment donné, les chefs de l'État libèrent les candidats potentiels de sa majorité. Mais comment il doit le faire s'il ne s'adresse pas officiellement à la population? Les livres ou l'ouvrage Un peuple grand, hein, critique... Pour une grande nation. Oui, Un peuple grand pour une grande nation, critique, propose, mais ne reconnaît pas certains efforts du gouvernement. Vous savez, nous, heureusement d'ailleurs, parce que jusqu'il y a peu, on disait toujours la majorité pour trouver des excuses. Ah ben écoutez, l'opposition parle, l'opposition ne propose rien. Pour les calendriers, la dynamique de l'opposition avait proposé. Jusque-là, on n'a toujours pas répondu. Ici, il ne s'agit pas seulement de dire, voici ce que fait le gouvernement actuel,
Mais nous sommes allés au-delà pour faire des propositions, apporter des innovations dans la gestion de l'État. Donc, mais les savoir-vivre exigent quand même le devoir de reconnaissance avant une critique. Oui, madame. Le livre ne reconnaît rien du tout. Ne reconnaît rien du tout. Lorsque les fonctionnaires... Pas un brin d'effort du gouvernement, mais le livre madame, ne fait que critiquer. Ben oui, tout ce que le gouvernement nous dit, c'est quoi? Nous raconte, c'est quoi? C'est le cadre macroéconomique. Mais est-ce que le fonctionnaire là qui est au bâtiment Golgotha, lui, il comprend le cadre macroéconomique ou bien il a besoin de voir son salaire qui lui permet d'envoyer ses enfants à l'école, qui lui permet d'acheter des médicaments si ses enfants sont malades ou si lui-même est malade, qui lui permet d'épargner, qui lui permet d'aller en vacances, par exemple. Vous pouvez parler du cadre macroéconomique. Vous pouvez construire les bâtiments intelligents sur les boulevards du 30 juin. Mais la finalité de l'action publique, la finalité plutôt d'une politique publique, c'est agir sur les sociales. C'est ce que nous nous demandons. Alors, lorsque nous constatons que sur les sociales, il n'y a rien, madame, vous savez que les Congolais, il a 1,25$ par jour. 1,25$, ça veut dire quoi? C'est 1000 francs. Et puis c'est ce qu'on donne aux prisonniers des Makala. 1000 francs, 900 francs. Vous êtes sûr que vous pouvez vivre avec 900 francs? Payer les transports, manger, je sais pas moi, imaginez un peu 900 francs qu'on donnerait à un Congolais. C'est là tous les problèmes. Nous nous demandons, mais donnez les minimums pour vivre à ces fonctionnaires-là qui touchent 80 000 francs, qui touchent 60 000 francs. Lorsque l'on paye 80 000 francs à un fonctionnaire, ce qu'il fait, c'est quoi? On a bancarisé. Il va vite à la banque, il vide son compte. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que 80 000 francs. Quand il prend les 80 000 francs, ce n'est pas pour planifier tout un mois, madame. C'est pour aller payer les dettes. Il paye les dettes et il reste avec rien. Il revient, il reprend le cycle infernal. Il s'endette encore pour payer. D'ailleurs, quand il a payé les dettes, là, les 80 000 francs, il est encore avec d'autres dettes. Vous imaginez? Alors, vous parlez des réalisations de ces gouvernements. Pendant que le peuple, lui, ne voit rien. Pendant que le peuple, lui, il a faim. Pendant que le peuple, lui, ne sait pas envoyer son enfant à l'école. Pendant que le peuple, lui, ne sait pas se faire soigner. Vous imaginez? Qui va vous croire? Si ce n'est celui qui comprend les cadres macroéconomiques. Voilà, c'est une dernière question. Qu'est-ce que vous reconnaissez en bien de ce gouvernement? Nous allons clôturer justement... Les bâtiments intelligents qui a été inauguré par les chefs de l'État. C'est une bonne chose, oui. Oui, un bâtiment qui est inauguré par les chefs de l'État. Seulement ça? Écoutez, un bâtiment et puis il y a des avions d'occasion. Pendant qu'on nous interdit d'acheter des véhicules d'occasion, d'importer des véhicules d'occasion, l'État lui-même achète des avions d'occasion. C'est ce que nous reconnaissons. Voilà. Monsieur José-Marie Tassoki Manzele, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir dans Noticias. Je rappelle qu'il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa et en même temps vice-doyen à la recherche aux facultés de droit toujours à l'UNIKIN, et il est le vice-président au sein du courant des démocrates rénovateurs en matière du processus électoral. Avec lui, nous avons analysé, discuté, échangé sur une question d'actualité. C'était la désignation ou la proposition du nom au niveau des confessions religieuses d'un membre de la CENI, le président de la CENI. Il s'agit de Corneille Nangaa, qui doit présider aux destinées de cette institution d'appui à la démocratie ou de cette institution indépendante. Et avec lui, nous avons également évoqué la vision politique du CDR, le CDR qui vient de publier, de mettre sur les marchés, ou en fait c'est un livre gratuit, un ouvrage, Un peuple grand pour une grande nation, qui a été présenté au niveau de la presse. C'est un peu une feuille de route pour ces partis politiques de monsieur Jean-Lucien Boussa. C'était un plaisir de vous savoir encore ce soir, et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Nous nous retrouverons très prochainement. Au revoir et à la prochaine.